Et notre invité pour cette édition spéciale sur Azur TV, c'est Paul Francheterre. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes le président national de la protection civile. La protection civile qui est intervenue, évidemment, ce soir-là, cette nuit terrible du 14 juillet. Vos équipes, vous allez nous parler de ce que vos hommes et vos femmes ont vécu. Mais d'abord, un mot sur la cérémonie qui s'est déroulée ce matin. Vous y étiez. Vos équipes aussi ont participé à cet hommage et vous me disiez que c'est un hommage que vous avez trouvé très digne. Oui, tout à fait. C'est dans le prolongement de toutes les actions qui ont été faites pour aider les victimes et leurs familles. La façon dont ça a été organisé, les lieux aussi, et l'aspect, je dirais, la sensibilité qui a régné dans cette organisation ont permis aux familles peut-être de poursuivre ce travail de résilience par rapport aux faits, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et notre mission à nous, c'est de les accompagner, comme nous les avons accompagnés sur le terrain le 14 juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet, mais aussi lors de manifestations telles que celle-ci. Alors, avant de revenir sur votre rôle et sur ce qui s'est passé cette nuit-là, vous avez pu parler aux familles de victimes aujourd'hui, lors de cette cérémonie ? Oui, mais ce n'était pas le but. Mais, mais pour savoir comment eux l'ont vécu, en fait. Oui, il y avait ce qu'on appelle des binômes chez nous. Donc, il y avait deux bénévoles qui étaient à disposition des familles. Et l'occasion, il leur était donnée en cheminant pour aller jusqu'au point où ils devaient s'asseoir. Et c'était l'occasion de parler, de leur donner de l'eau, de continuer, de poursuivre le contact. Et j'ai pour habitude de dire que dans le soutien socio-psychologique, nous sommes la première oreille. Et cette oreille les a accompagnés. Alors, ce ne sont pas de grands discours, mais moi j'ai pu remarquer aussi quelques échanges de regards et puis des sourires et puis certaines personnes disant merci pour ce que vous avez fait. Le président Hollande est resté un long moment après la cérémonie, 1h30. Vous me disiez aussi que c'est important, ce signe-là, ce geste-là, que ça fait partie de la résilience. Tout à fait. Alors, on ne parle pas d'une résilience, mais des résiliences individuelles et collectives. Et c'était très important parce que ce temps qui a été consacré aux familles, ça a permis aux familles de poursuivre leur travail pour évacuer petit à petit le traumatisme qu'ils ont vécu. Et le fait que le président de la République reste aussi longtemps, je pense nous avons vu des familles partir plus détendues qu'à l'arrivée. Voilà, c'est une impression un peu personnelle, mais avec un petit peu d'habitude, je sais qu'ils en avaient besoin et le temps consacré par le président de la République a été dans l'ensemble très très apprécié. Alors pour faire le lien avec votre activité, votre intervention ce soir-là, le président Hollande, dans son allocution, a rendu hommage aussi aux forces de sécurité qui sont intervenues. C'était évident qu'il allait rendre hommage aux policiers, aux pompiers, à la protection civile. Néanmoins, pour vos équipes, c'est un hommage important aussi, parce qu'eux ont vu l'horreur aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Hommage très important parce que c'est la reconnaissance pour le travail qu'ils font. Nous avons fait un congrès au mois de septembre à Châteauroux. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé, est venu porter aussi le message. Et là aussi, aujourd'hui, il a parlé avec les bénévoles, mais le président de la République pour dire combien il appréciait le travail fait par ces 32 000 bénévoles de la protection civile, hommes et femmes qui mettent à disposition, dans une démarche citoyenne, leurs compétences, leur qualité, leur enthousiasme. Voilà, c'est une action citoyenne d'entraide. Alors on voit pendant cet entretien des images qui datent des jours qui ont suivi cet attentat, avec les hommages qui ont été rendus sur la promenade des Anglais, ces fleurs qui ont été déposées. Donc on redécouvre aussi ces images qu'on aurait espéré ne jamais voir. Cette nuit du 14 juillet, vous vous en souvenez comment ? Comment vous êtes alerté ? Comment vous déclenchez le plan d'urgence ? D'accord. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect départemental, régional, national. Moi, j'étais donc sur Paris, sur des événements qui se passaient donc sur la capitale. Et très rapidement, nous sommes informés, parce qu'il y a chez nous ce qu'on appelle une veille nationale avec des cadres. Et nous avons en direct les informations qui nous sont données. Donc, nos bénévoles sont activés très rapidement, j'allais dire, dans les minutes qui suivent. Et dès que l'info circule, il y a une auto-alerte, c'est-à-dire qu'on met tous nos
moyens en capacité d'intervenir sont mis en alerte, préparés, quelquefois même positionnés. Et puis la région aussi a commencé à préparer des renforts. Puis il faut savoir aussi que l'analyse au niveau national, quand nous avons connu l'ampleur de cet événement, a été que nous avons malheureusement des bénévoles, des cadres qui ont participé aux attentats du 13 novembre au niveau du Bataclan ou autres, qui spontanément ont commencé à donner déjà des consignes et des conseils par téléphone et sont venus en renfort dans la nuit pour renforcer leurs collègues sur le terrain. Pour apporter leur expérience, c'est terrible de dire ça, mais ils avaient l'expérience de l'horreur parisienne et ils sont venus apporter leur expérience ici sur la Côte d'Azur, sur la promenade des Anglais. Tout à fait. Alors chez nous, on appelle ça la solidarité nationale, c'est-à-dire quand un département est sinistré ou touché, les autres viennent le renforcer. On connaît ça aussi pour les graves inondations qui se sont passées chez vous au mois d'octobre. Voilà. Mais il y a une expertise et puis le partage de cette expertise. Alors est-ce que vous savez combien de bénévoles sont intervenus et est-ce que vous pouvez nous expliquer les premières missions de la protection civile lorsqu'on arrive sur le théâtre d'un attentat ? Oui, alors pour vous dire globalement, nous sommes restés à peu près 3 semaines sur Nice. Il y a environ 350 personnes qui sont intervenues avec un roulement. Dans les premiers instants, nous sommes en capacité, si besoin en était, de participer aux missions de secours. C'est-à-dire qu'on pourrait faire aussi des soins et du relevage de personnes accidentées. Lorsque les secours sont suffisants, il n'y a pas à intervenir en complémentarité de ces secours. Nous arrivons en deuxième intention. Et là, il y a les personnes dites impliquées ou les familles. Et ces personnes impliquées, il va falloir les accueillir. Donc, il y a des centres d'accueil des impliqués ou aussi des centres d'accueil des familles. Et très rapidement, pour Nice, nous sommes avec les services de la mairie, dans des points bien définis. Nous sommes là pour accueillir les familles impliquées et aussi très rapidement à l'hôpital Pasteur pour mettre en place les premiers moyens qui vont accueillir les familles. Alors les transporter, les réconforter et puis petit à petit, je parlais de première oreille, de les entendre, de les écouter dans ce qu'ils vont formuler, et puis les amener vers les cellules d'urgence médico-psychologique qui étaient en place. Et une opération qui a été importante pour nous, ça a été l'accueil des familles à l'Institut médico-légal, où là, toutes les familles venaient reconnaître les morts. Leurs proches, voilà, on va dire ça comme ça, et ça nécessitait de les amener, et puis d'être présent pour aussi les réconforter et puis leur apporter un soutien. Voilà, parce qu'on a cessé de le répéter depuis 3 mois, mais il y a évidemment la blessure physique, il y a la mort à affronter, et puis il y a ces stigmates indélébiles, on le disait tout à l'heure, psychologiques, qui vont accompagner les gens qui ont vu l'horreur, les gens qui ont perdu un proche, un enfant, une mère, une grand-mère. Ils vont garder ça à vie. Oui, j'entendais une dame parler, elle était avec sa petite fille et puis avec une de ses amies. Son amie a été fauchée, tuée. Elle a senti le souffle du camion et puis elle dit, nous avons survécu, mais j'ai perdu mon ami. Et puis petit à petit, ce traumatisme est toujours présent et il faudra que cette personne arrive à l'évacuer, mais il faudra du temps. Je pense que l'on peut dire qu'il faut beaucoup de patience. Il faut que les personnes qui souhaitent parler le fassent, mais de leur propre... Quand elles le veulent, sans contrainte. On ne va pas dire, vous avez été confronté à quelque chose de très grave, parlez. Non, il faut petit à petit établir ce contact. Ça peut être un café que l'on va donner, ça peut être un bonbon, ça peut être aussi un sourire ou une parole de réconfort. Aujourd'hui, vous êtes encore auprès des victimes ? Non, parce que nos missions, nous, sont dans l'urgence. Vraiment dans l'urgence. Nous sommes quand même restés au départ, donc... 3 semaines quand même ? Oui, 3 semaines, parce qu'après, on nous a confié une mission aussi de participer au centre d'accueil téléphonique donc pour les personnes qui recherchaient donc des membres de la famille. Et là, dans ces appels, il y a à la fois des gens qui avaient de leur famille ou des amis sur la promenade des Anglais, mais d'autres pour des personnes disparues depuis plusieurs semaines qui pensaient qu'elles seraient peut-être dans cette frappées par cette horreur. Voilà. Vous, vos bénévoles, ils ont été accompagnés ensuite, parce qu'on a interrogé les médecins, les pompiers, qui sont rompus quand même à voir la mort. Tous nous ont dit on n'avait jamais vu ça. Ils ont encore des images en tête. Est-ce que vos bénévoles sont un petit peu aussi encore dans cet état d'esprit-là ? Oui, alors chez nous, d'expérience, nous avons été projetés sur des terrains
sur le territoire national et à l'étranger. Je pense en particulier à une mission que nous avons conduite à la demande de l'État pendant la guerre du Kosovo en République de Macédoine pour accueillir les Kosovars qui fuyaient le Kosovo. Nos bénévoles sont formés, il y a une formation au minimum, mais après, il y a des équipiers qui en particulier reçoivent une formation au niveau du soutien dit socio-psychologique, c'est-à-dire la première écoute. Et puis en même temps, on s'occupe d'eux. Et là, très rapidement, nous avons fait intervenir avec nous, nous avons des médecins formés, des psychologues. D'ailleurs, aujourd'hui, avec moi, dans la tribune, à mes côtés, elle est là, il y avait une psychologue qui, en cas de besoin, aurait pu intervenir. Donc voilà, il y a cette formation et très rapidement, nous avons à prendre en charge les bénévoles qui travaillent avec nous. Mais ça, c'est notre première intervention, première intention. Après, lorsqu'ils rentrent dans leur département, nous leur proposons d'avoir un suivi, éventuellement de consulter soit des psychologues, soit des psychiatres, soit voir les CUMP. Voilà. Mais c'est un souci, c'est un souci évidemment permanent pour nous parce que c'est fini peut-être l'époque du sauveteur qui avait fait un acte d'héroïsme et puis qui après rentrait dans son casernement ou dans sa structure et puis ruminait ça longtemps. Il faut rapidement qu'il puisse évacuer cela. Alors pour terminer, je voudrais vous poser une question très terre à terre mais qui est importante puisque vous nous le disiez. On vit dans la crainte, désormais, de l'avenir. Comment on peut aider la protection civile? Comment on peut devenir bénévole? Parce que ça aussi, ça fait partie de l'engagement citoyen. Tout à fait. Alors, je dis, la protection civile, nous sommes une école de citoyenneté. Chez nous, après les attentats du 13 novembre en particulier, beaucoup de personnes ont dit nous voudrions nous rendre utiles. Ils peuvent intégrer la protection civile et nous avons besoin de toutes les compétences. Nous avons besoin de cuisiniers, de chauffeurs, de secrétaires, de journalistes, parce que le travail que nous faisons, il faut le faire connaître aussi, c'est important. Et chacun peut apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle. Mais bien sûr, il faut accepter d'être dans une structure organisée, encadrée, disciplinée, qui porte fièrement de belles couleurs orange et bleu. Merci beaucoup, Paul Francheterre, d'être venu sur le plateau de cette édition spéciale sur Azur TV. Je rappelle que vous êtes le président national de la protection civile. N'hésitez pas donc à vous engager parce que c'est un acte citoyen et nous l'avons dit. Merci à vous d'avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview sur Azur TV. Merci à vous, merci de votre accueil. Je vous en prie. C'est la fin de cette édition spéciale. Vous pourrez la revoir évidemment durant la soirée jusqu'à très tard cette nuit. Évidemment, toute l'équipe d'Azur TV s'associe à la douleur des familles et à la douleur des proches des victimes. Merci à vous de nous avoir suivis donc pour cette édition spéciale sur Azur TV.